S'il te plaît, murmura-t-elle d'une voix à peine audible dans le hurlement du vent. Je ne peux pas bouger. Jeremiah Stone s'arrêta net, sa main burinée par le temps figé sur la porte du comptoir commercial. Ces mots, prononcés par une enfant qu'il ne pouvait encore voir, transpercèrent les 15 années de murs soigneusement érigés autour de son cœur. Il était descendu de sa cabane dans la montagne pour s'approvisionner, rien de plus. Il ne s'attendait pas à trouver une petite fille effondrée derrière le tas de bois, les lèvres bleues de froid, les cheveux noirs collés par la neige. Elle ne devait pas avoir plus de 7 ans, vêtue d'une robe en calicot déchiré qui ne la protégeait en rien contre l'hiver rigoureux du Montana. Son petit corps tremblait de manière incontrôlable sous l'effet de l'hypothermie, et lorsqu'elle essaya de lever la tête pour le regarder, ses yeux se révulsèrent. Avant de nous lancer ensemble dans cette incroyable aventure, j'ai une petite faveur à vous demander. Abonnez-vous à ma chaîne, donnez un pouce vers le haut à cette vidéo, cela ne vous coûte rien, mais cela signifie beaucoup pour moi. Et dites-moi dans les commentaires depuis quel magnifique coin du monde vous me regardez. Votre soutien fait vraiment toute la différence. Mon Dieu, souffla Jeremiah, en laissant tomber son sac à dos et en prenant l'enfant dans ses bras. Elle ne pesait rien, beaucoup trop peu pour une fille de son âge. Depuis combien de temps était-elle là? Des heures, des jours. À l'intérieur du comptoir commercial, le vieux Pete McCarthy leva les yeux de son registre et pâlit en voyant ce que Jeremiah portait. Sainte Mère de Dieu, où l'avez-vous trouvé? Derrière votre pile de bois. La voix de Jeremiah était acerbe, accusatrice. Depuis combien de temps était-elle là, Pete? Je... je ne sais pas. Je ne suis pas sorti depuis hier matin. Pete s'empressa d'attiser le feu. Quelqu'un a dû l'abandonner pendant la nuit. Dieu sait que nous avons vu passer suffisamment de gens désespérés avec les faillites bancaires dans l'Est. Jeremiah ôta son lourd manteau et l'enveloppa autour de l'enfant, frottant ses petites mains entre ses paumes cailleuses. Elle était si froide, si immobile, trop immobile. Sa propre fille avait à peu près cet âge quand la fièvre l'avait emportée, avant que Sarah ne meure en donnant naissance à leur fils, avant que tout ne parte en vrille. Il faut la réchauffer, marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour Pete. Va chercher des couvertures et réchauffe du lait si tu en as. Alors qu'il s'efforçait de sauver la vie de l'enfant, une pensée martelait son esprit comme l'enclume d'un forgeron. Quelqu'un avait abandonné cette petite fille à la mort dans la neige. Quel genre de monstre laisse un enfant mourir de froid? Et pourquoi le fait de regarder son petit visage paisible lui faisait-il mal à la poitrine comme une blessure ouverte? Les paupières de la fillette papillonnèrent, et elle murmura quelque chose si doucement qu'il dut se pencher pour l'entendre. « Maman va revenir », murmura-t-elle. « Elle me l'a promis. » La foi de l'enfant dans le retour de sa mère s'avéra à la fois une bénédiction et une malédiction dans les jours qui suivirent. Jeremiah avait ramené la petite Emma, c'est le nom qu'elle lui avait donné lorsqu'elle eut enfin assez chaud pour parler, dans sa cabane perchée dans les Rocheuses. Pendant 3 jours, il l'avait soignée avec du bouillon de chevreuil et des couvertures chaudes, regardant son petit corps lutter contre le froid qui avait failli lui coûter la vie. Elle parlait peu, mais quand elle le faisait, c'était toujours à propos de sa maman. « Maman a dit qu'elle reviendrait avant que la neige fonde », murmurait Emma, assise près du feu, serrant dans ses mains la poupée de chiffon qu'il avait trouvée dans sa poche. « Elle a dû aller travailler pour le méchant monsieur pour payer nos dettes, mais elle a promis qu'elle reviendrait. » Chaque mot était comme un coup de poignard dans le cœur de Jeremiah. Il avait suffisamment voyagé pour savoir quel genre de travail les femmes désespérées devaient parfois accepter pour payer leurs dettes. Et il avait vu suffisamment d'enfants abandonnés pour savoir que les promesses étaient souvent rompues. Mais Emma y croyait. Avec la foi pure et inébranlable d'une enfant, elle croyait que sa maman reviendrait. Le 4e matin, alors que Jeremiah coupait du bois devant sa cabane, il aperçut une silhouette qui titubait dans les congères loin en contrebas. Même de loin, il pouvait voir le désespoir dans la façon dont cette personne se déplaçait, tombant, se relevant, avançant avec une détermination sinistre. Il s'agissait d'une femme, réalisa-t-il lorsqu'elle se rapprocha. Grande et mince, avec des cheveux noirs s'échappant d'un bonnet en lambeaux. Sa robe était trop fine pour le froid de la montagne, rapiécée à plusieurs endroits, et elle avançait avec la démarche prudente de quelqu'un qui n'avait pas mangé correctement depuis des jours.
Quand elle atteignit enfin sa cabane, elle s'effondra contre le poteau de sa clôture, haletante. Son visage était pâle comme la neige fraîche, ses lèvres gercées par le froid, mais ses yeux verts brûlaient d'une farouche détermination. « S'il vous plaît, dit-elle d'une voix rauque d'épuisement et de larmes. Je cherche ma fille, une petite fille aux cheveux foncés. Quelqu'un au comptoir commercial m'a dit qu'un montagnard l'avait peut-être trouvée. » Jeremiah examina son visage. Elle avait la même ossature délicate qu'Emma, le même menton déterminé. C'était sans aucun doute la mère d'Emma. Mais où avait-elle passé ces 4 derniers jours pendant que sa fille avait failli mourir de froid? Elle est à l'intérieur, dit-il prudemment. Elle est en sécurité. La femme fléchit les genoux de soulagement et des larmes coulèrent sur ses joues. Dieu merci. Oh, Dieu merci. Elle essaya de se lever, mais vacilla dangereusement. Contre son gré, Jeremiah lui attrapa le bras pour la stabiliser. Au moment où sa main toucha la sienne, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis 15 ans. Un choc de reconnaissance, comme si son âme avait été endormie et s'était soudainement souvenu comment ressentir. « Madame, dit-il d'un ton bourru en lâchant son bras aussi vite qu'il l'avait saisi, vous êtes sur le point de vous évanouir. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois? » Elle redressa le dos avec un effort visible, essayant de conserver une certaine dignité malgré son désespoir évident. « Cela n'a pas d'importance. Je veux juste voir Emma. Je veux savoir si elle va bien. » Quelque chose dans sa voix, la façon dont elle tremblait, à peine capable de contrôler son émotion, l'amour féroce qui rayonnait dans chaque mot, serra le cœur de Jeremiah. Ce n'était pas une femme qui avait abandonné son enfant sans pitié. C'était une mère qui avait été séparée de sa fille par des circonstances indépendantes de sa volonté. Mais la question restait posée. Quelles circonstances? Ce que Jeremiah apprit au sujet de la situation de Rose Mackenzie allait remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur le désespoir et le sacrifice. « Emma! » s'écria Rose dès qu'elle entra dans la cabane, et la petite fille se jeta dans les bras de sa mère avec une telle force que Rose tituba en arrière. « Maman, tu es revenue! Je savais que tu reviendrais! » Le petit visage d'Emma rayonnait de joie tandis qu'elle s'accrochait au cou de sa mère. « L'homme des montagnes a pris soin de moi, comme tu m'avais dit que quelqu'un le ferait. » Jeremiah observait ces retrouvailles avec un mélange de soulagement et d'autre chose, quelque chose qui ressemblait dangereusement à du désir. La façon dont Rose serrait sa fille dans ses bras, comme si elle ne voulait plus jamais la lâcher, lui rappelait Sarah tenant leur propre petite fille dans ses bras, il y a tant d'années. « Je suis tellement désolée, ma chérie, » murmura Rose en caressant les cheveux bruns d'Emma. « Maman est désolée d'être partie plus longtemps qu'elle ne l'avait promis. » Au-dessus de la tête d'Emma, les yeux de Rose croisèrent ceux de Jeremiah. « Merci, » articula-t-elle silencieusement, et il vit des larmes menacées de couler. Plus tard dans la soirée, après qu'Emma se fût endormie sur le petit lit de camp que Jeremiah avait fabriqué pour elle, Rose lui révéla enfin la vérité sur l'endroit où elle avait été. « Mon mari est mort dans un accident minier il y a 6 mois, » dit-elle doucement, les yeux fixés sur le feu. « Il ne nous a laissé que des dettes. La banque allait saisir notre petite ferme, et il y avait d'autres dettes, des dettes dangereuses. » Jeremiah se servit une tasse de café, mais ne l'interrompit pas. Il avait appris que parfois, les gens avaient besoin de raconter leur histoire à leur rythme. Un homme du nom de Victor Dalton détenait la plupart de ses dettes. Il m'a proposé un moyen de les rembourser. Travailler dans son saloon pendant 6 mois. Je savais de quel genre de travail il s'agissait. Sa voix se réduisit à un murmure. Mais il m'a dit que si je n'acceptais pas, il vendrait Emma pour récupérer ses pertes. Il y a des gens qui achètent des enfants, Monsieur Stone. La tasse de café se brisa dans la main de Jeremiah. Vous avez laissé votre fille dans un comptoir commercial pour l'empêcher d'être vendue? Je l'ai laissée à Pete McCarthy parce qu'il avait promis de veiller sur elle jusqu'à mon retour. Je lui ai donné tout l'argent que j'avais. Les yeux verts de Rose brillaient de colère. Mais quand je suis revenu après avoir rempli mon obligation, Pete m'a dit qu'Emma s'était enfuie 2 jours plus tôt. Il était trop ivre pour s'en apercevoir. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent comme les pierres d'une avalanche. Rose n'avait pas abandonné sa fille, elle avait tout sacrifié pour la sauver. Et Pete McCarthy, cet ivrogne bon à rien, avait failli faire tuer Emma par sa négligence. « Ce Dalton, » dit Jeremiah avec prudence, « il vous a laissé partir au bout de 6 mois? » Le rire de Rose était aussi amer que le vent hivernal.
Il a essayé de se rétracter. Il a dit que je lui devais encore de l'argent pour le gîte et le couvert. Mais j'avais des témoins de notre accord initial et j'ai menacé d'aller voir le shérif territorial. Les activités de Dalton ne sont pas vraiment légales. Elle sortit un papier plié de la poche de son manteau. Un contrat signé par Dalton. Je l'ai gardé comme assurance. Il n'est pas content de me laisser partir. Mais il sait qu'il vaut mieux ne pas enfreindre la loi. Jeremiah observa Rose à la lueur vacillante du feu. Elle avait enduré 6 mois d'enfer pour sauver sa fille, puis avait traversé une tempête de neige pour la retrouver. Ce n'était pas la femme désespérée et brisée à laquelle il s'attendait, mais une guerrière vêtue de calicot et animée d'une grande détermination. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Les épaules de Rose s'affaissèrent sous le poids de l'épuisement. « Je ne sais pas. Nous n'avons nulle part où aller, pas d'argent, pas de perspective d'avenir. J'ai pensé que nous pourrions peut-être partir en Californie pour essayer de recommencer à zéro, mais... » Elle ne termina pas sa phrase, mais Jeremiah pouvait lire le désespoir dans ses yeux. L'hiver approchait à grands pas, et voyager avec un enfant dans ces conditions serait suicidaire. Dehors, le vent se remit à hurler, et la neige commença à frapper contre les fenêtres comme des doigts fantomatiques. La tempête de neige qui les avait piégés ensemble s'avérerait être soit leur salut, soit leur damnation. Jeremiah ne savait pas encore laquelle. Au matin, la neige avait atteint 1 mètre de hauteur contre la porte de sa cabane, et le vent continuait de hurler avec la fureur d'une bête blessée. Même si Rose avait voulu partir avec Emma, voyager serait impossible pendant des jours, voire des semaines. « On dirait que vous êtes coincé ici pour un moment, » dit Jeremiah en s'efforçant d'ouvrir la porte suffisamment pour aller chercher du bois de chauffage dans le tas couvert à côté de sa cabane. Rose se tenait à la petite fenêtre, regardant la neige tomber en flocons épais et incessants. « Je ne peux pas abuser indéfiniment de votre hospitalité, Monsieur Stone. Vous avez déjà fait plus que ce que quiconque aurait pu attendre de vous. »« Appelez-moi Jeremiah, dit-il d'un ton bourru, et vous ne m'imposez rien. C'est juste le temps qu'il fait en montagne, ça passera. » Mais même en disant cela, il savait que cette tempête était différente. Il vivait dans ces montagnes depuis 15 ans et savait en interpréter les signes. Ce n'était pas une simple bourrasque de neige, mais le genre de blizzard qui pouvait durer 1 mois et ensevelir complètement les cabanes. Emma semblait inconsciente du danger, ravie d'avoir retrouvé sa mère et fascinée par tout ce qui se trouvait dans la cabane de Jeremiah. Elle le bombarda de questions sur les pièges à animaux accrochés à ses murs, les livres sur ses étagères, les animaux en bois sculptés qu'il avait taillés pendant les longues soirées d'hiver. « C'est vous qui avez fait ça? » demanda-t-elle en brandissant un petit cheval en bois. « Oui. » Jeremiah se surprit à sourire en la regardant examiner la sculpture avec l'intense concentration dont seuls les enfants sont capables. « Je les fabriquais pour ma... » Il s'interrompit avant que les mots « ma fille » ne lui échappent. Rose leva les yeux de la robe déchirée d'Emma, qu'elle était en train de raccommoder avec le nécessaire de couture de Jeremiah. « Vous avez des enfants, monsieur Jeremiah? » La question le frappa comme un coup physique. « J'avais, » répondit-il doucement, « il y a longtemps. » Le silence qui suivit était lourd d'une douleur inexprimée. Rose sembla comprendre qu'il ne fallait pas insister sur ce sujet et reporta son attention sur sa couture. Mais Jeremiah remarqua la façon dont elle le regardait, non pas avec pitié, mais avec la reconnaissance de quelqu'un qui comprenait la perte. Au fil des jours, une routine inattendue s'installa. Jeremiah s'occupait des tâches extérieures nécessaires. Nourrir ses chevaux, vérifier ses pièges, entretenir la cabane. Rose préparait leur repas avec un talent qui l'impressionnait, transformant ses provisions de base en plats copieux et savoureux. Emma aidait les deux, bavardant sans cesse et apportant à la cabane une légèreté que Jeremiah avait oublié être possible. Le 5e jour de la tempête, Rose s'approcha de lui alors qu'il était assis près du feu en train de sculpter, après qu'Emma se soit endormie. « J'ai trouvé ça, dit-elle doucement, en lui tendant d'une petite poupée en bois et une paire de mitaines pour enfants qu'elle avait découvertes dans un coffre. Je suis désolé. Je cherchais des couvertures supplémentaires et... » Les mains de Jeremiah s'immobilisèrent sur sa sculpture. Ces objets appartenaient à sa fille, Lily. Il les avait rangés après la mort de Sarah, incapable de les regarder, mais incapable aussi de les jeter. « Elle s'appelait Lily, dit-il après un long moment. Elle avait 6 ans quand la fièvre l'a emportée.
Sarah, ma femme, est morte en donnant naissance à notre fils l'hiver suivant. Le garçon n'a vécu que 3 jours. Rose s'effondra dans le fauteuil en face de lui, toujours la poupée et les mitaines à la main. Je suis vraiment désolé, Jeremiah. Je ne peux pas imaginer. J'ai construit cette cabane pour fuir les souvenirs, poursuivit-il, surpris par son propre besoin de lui en parler. Mais on ne peut pas échapper au chagrin. Il vous suit partout où vous allez. Non, dit Rose doucement. Mais peut-être pouvez-vous apprendre à le porter différemment. Elle tendit la poupée en bois. Emma adore jouer avec les poupées. Peut-être que la poupée de Lily pourrait apporter de la joie à une autre petite fille? Cette suggestion aurait dû le mettre en colère, mais au lieu de cela, Jeremiah sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, comme si quelque chose qui était resté coincé pendant 15 ans venait de se débloquer. Dehors, le vent se tut soudainement, et dans le silence retrouvé, ils entendirent Emma parler dans son sommeil. Maman est là maintenant, tout va bien se passer. Mais Jeremiah savait que certaines tempêtes ne faisaient que commencer. Le calme après la tempête de neige apporta des visiteurs que ni Rose ni Jeremiah n'attendaient, ainsi que le genre de problème qui pouvait détruire la paix fragile qu'ils avaient trouvée. Jeremiah était en train de fendre du bois à l'extérieur de la cabane lorsqu'il aperçut les cavaliers qui approchaient à travers la vallée enneigée. 3 hommes à cheval avançant d'un pas décidé sur le sentier de montagne. Même de loin, quelque chose dans leur façon de monter les mit en alerte, réveillant tous les instincts qu'il avait développés au cours de ses 15 années de vie dans les montagnes. Rose, appela-t-il doucement en entrant dans la cabane, emmène Emma dans la pièce du fond, tout de suite. Rose leva les yeux de l'ouvrage qu'elle était en train d'enseigner à Emma et perçut immédiatement l'urgence dans sa voix. Qu'y a-t-il? Des visiteurs, le genre que tu ne souhaites pas voir, je pense. À travers la fenêtre, ils regardèrent les 3 cavaliers se rapprocher. L'homme en tête était assis bien droit sur sa selle, vêtu d'un manteau coûteux qui le désignait comme quelqu'un de riche et de puissant. Les 2 hommes qui l'encadraient ressemblaient à des hommes de main, le genre d'hommes qui résolvent les problèmes par la violence. Victor Dalton, murmura Rose, le visage pâle comme le givre hivernal. Mais comment nous a-t-il trouvés? Jeremiah vérifia son fusil pour s'assurer qu'il était chargé. Les hommes comme lui ont les moyens de trouver ce qu'ils veulent. Pete McCarty a probablement vendu l'information pour le prix d'une bouteille. Emma, sentant la peur de sa mère, se blottit contre Rose. « Maman, c'est le méchant monsieur? »« Chut, ma chérie, » murmura Rose, mais sa voix tremblait. Les cavaliers s'arrêtèrent devant la cabane, et Dalton mit pied à terre avec l'assurance d'un homme habitué à obtenir ce qu'il veut. Il était plus jeune que Jeremiah ne l'avait imaginé, peut-être 40 ans, avec des cheveux bruns soigneusement coiffés et des yeux bleus froids qui ne manquaient rien. « Monsieur Stone », appela Dalton d'une voix cultivée qui portait facilement dans l'air pur des montagnes. « Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. » Jeremiah sortit, tenant son fusil avec désinvolture, mais prêt à s'en servir. « Je ne peux pas dire que ce soit le cas, Monsieur Dalton. Tout ce qui se trouve ici m'appartient. » Le sourire de Dalton était aussi tranchant qu'une lame. « C'est là que vous vous trompez. Vous voyez, Mme Mackenzie a rompu notre contrat. Elle me doit de l'argent, beaucoup d'argent, et comme elle ne peut pas payer, son regard se porta vers la fenêtre de la cabane où le petit visage d'Emma était à peine visible. Je vais devoir me rattraper d'une autre manière. Le contrat a été respecté, dit Rose en entrant dans l'embrasure de la porte malgré le regard d'avertissement de Jeremiah. J'ai travaillé 6 mois, comme convenu. Ah, mais vous avez oublié les intérêts, ma chère. Et le gîte et le couvert. Et le coût de votre remplacement lorsque vous êtes parti si brusquement. La voix de Dalton restait agréable, mais son regard était glacial. Je pense que vous me devez environ 500 $. Comme vous n'avez manifestement pas cette somme, je prendrai la fille à la place. Elle la remboursera en 10 ou 15 ans. Ces mots frappèrent Jeremiah comme un coup physique. Il avait entendu parler d'hommes comme Dalton, des prédateurs qui piégeaient les femmes et les enfants dans un cycle sans fin de dettes et de servitude. Emma disparaîtrait dans l'entreprise de Dalton et réapparaîtrait des années plus tard, brisée d'une manière qui ne pourrait jamais être guérie. « Il faudra me passer sur le corps », dit Rose en se plaçant devant Emma pour la protéger. « Cela peut s'arranger », dit l'un des hommes de Dalton en posant la main sur son arme. Jeremiah se déplaça légèrement, pointant son fusil vers la menace. « Je pense que vous vous trompez sur le terrain où vous vous trouvez, messieurs. C'est ma propriété et ce sont mes invités.
Je vous suggère de faire demi-tour et de repartir d'où vous venez. Dalton éclata de rire. Un homme contre trois, ce n'est pas très avantageux, Monsieur Stone, même pour quelqu'un avec votre réputation. Ce dernier mot fit frissonner Jeremiah. Dalton savait qui il était, connaissait son passé, son expérience de cavalier éclaireur, ce qu'il avait fait pendant la guerre. Il ne s'agissait pas d'une tentative aléatoire de recouvrer une dette. C'était calculé, planifié. Voici ce qui va se passer, continua Dalton. Vous allez nous remettre Madame Mackenzie et sa fille, et nous nous séparerons en bons termes. Refusez, et je m'assurerai que le shérif territorial apprenne certaines activités dans lesquelles vous avez été impliqué pendant la guerre. Je crois qu'il y a encore des mandats d'arrêt contre vous dans certaines juridictions. Rose eut un petit hoquet, mais Jeremiah garda une expression neutre. Dalton bluffait, c'était certain. La guerre était terminée depuis longtemps et l'amnistie avait été accordée à la plupart des anciens soldats. Mais même la moindre allusion à des problèmes judiciaires pouvait détruire toute chance pour Rose et Emma de se construire une nouvelle vie. Derrière lui, Emma se mit à pleurer doucement, et ce bruit transperça Jeremiah comme un couteau. Il pensait pouvoir les protéger, mais certains ennemis ne pouvaient être combattus uniquement avec des fusils et de la détermination. L'impasse dans la neige se terminerait dans le sang. La seule question était de savoir de qui. « Vous avez 30 secondes pour vous décider, Stone », dit Dalton en sortant une montre de poche en or avec une précision théâtrale. « La femme et l'enfant viennent avec nous, ou je passe quelques coups de fil très gênants à des amis du gouvernement territorial. » Jeremiah sentit le temps ralentir comme pendant la guerre, cette étrange suspension des instants qui précède l'éclatement de la violence. Il pouvait voir la tension chez les hommes de Dalton, la façon dont leurs mains flottaient près de leurs armes. Il pouvait entendre les sanglots étouffés d'Emma à l'intérieur de la cabane, les mots de réconfort murmurés par Rose. Mais surtout, il pouvait sentir le poids de la décision peser sur lui comme une avalanche. « Jeremiah, » dit Rose doucement, « ne te sacrifie pas pour nous. Nous trouverons un autre moyen. » Mais il savait qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Les hommes comme Dalton ne faisaient pas de menaces dans l'air et ils n'arrêtaient jamais de traquer ce qu'ils considéraient comme leur propriété. Même si Rose et Emma s'enfuyaient, Dalton finirait par les retrouver. La seule façon d'en finir était d'en finir avec Dalton. « 15 secondes, » annonça Dalton. C'est alors que Jeremiah remarqua quelque chose que Dalton, dans son arrogance, n'avait pas vu. Des traces de chevaux fraîches dans la neige venant de l'autre côté de la vallée. Quelqu'un d'autre arrivait, et d'après le bruit des sabots qui se rapprochaient, ils arrivaient vite. « Le temps est écoulé, Stone, » dit Dalton en refermant sa montre. « Les gars, je pense que M. Stone a fait son choix. » Les hommes de Dalton commencèrent à dégainer leurs armes, mais ils ne parvinrent pas à les sortir de leur étui. « Je ne ferais pas ça si j'étais vous, » dit une voix calme derrière eux. Les 5 hommes se retournèrent et virent 6 cavaliers émerger de la lisière des arbres, leurs fusils déjà pointés sur le groupe de Dalton. Le cavalier de tête était un homme d'une 50aine d'années, avec un insigne de Marshal territorial brillant sur son manteau et des yeux gris acier qui avaient vu trop de la laideur du monde. « Marshal Brady, » dit Jeremiah, surpris par le soulagement dans sa propre voix. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. »« J'ai reçu un télégramme d'Helena m'informant de problèmes à venir, » répondit Brady, sans quitter Dalton des yeux. « Quelque chose à propos de recouvrement de dettes et de trafic d'enfants. J'ai pensé que je devais enquêter personnellement. » Le visage de Dalton resta impassible, mais Jeremiah perçut une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Marshal, il s'agit simplement d'une affaire commerciale entre Mme Mackenzie et moi-même. Elle me doit de l'argent en vertu d'un contrat légal. Les contrats impliquant la prostitution et le travail des enfants ont une particularité amusante, » dit Brady sur le ton de la conversation. « Ils ont tendance à ne pas être valables devant les tribunaux territoriaux. En fait, ils ont tendance à envoyer les personnes qui les ont rédigés en prison fédérale. »« J'ai des documents, » insista Dalton. « Des témoins. Madame Mackenzie a accepté de travailler pour moi de son plein gré. »« Sous la contrainte, » dit Rose en sortant complètement de la cabane, Emma dans les bras. « Il a menacé de vendre ma fille si je n'acceptais pas ses conditions. » L'expression de Brady s'assombrit. « Ah bon? Eh bien, Monsieur Dalton, j'enquête sur vos activités depuis près de 6 mois.
C'est incroyable ce que les gens peuvent vous dire lorsqu'ils font eux-mêmes l'objet de poursuites fédérales. Il fit signe à l'un de ses adjoints qui sortit une paire de menottes. Victor Dalton, Gia Dalton, vous êtes en état d'arrestation pour avoir dirigé une maison de mauvaise réputation, pour trafic d'êtres humains, extorsion et une quinzaine d'autres chefs d'accusation qui vous occuperont pendant les 20 prochaines années. Dalton perdit finalement son sang-froid. Vous ne pouvez rien prouver. J'ai des amis puissants. Vous aviez des amis puissants, corrigea Brady. C'est incroyable à quelle vitesse ces amitiés se refroidissent lorsque le gouverneur du territoire s'en mêle. Il s'avère qu'il voit d'un mauvais œil les hommes qui s'attaquent aux veuves et aux enfants. Alors que les hommes du Marshal emmenaient Dalton et ses associés en garde à vue, Brady s'approcha de Jeremiah. J'ai entendu dire que vous viviez ici comme une sorte d'ermite. Je ne vous aurais jamais imaginé comme le genre de personne à se mêler des problèmes des autres. Jeremiah regarda Rose, qui tenait Emma fermement dans ses bras, et regardait Dalton être emmené avec un mélange de soulagement et d'incrédulité. Parfois, les problèmes vous trouvent, que vous les cherchiez ou non. C'est vrai. Brady suivit son regard. Cette femme a vécu un véritable enfer ces 6 derniers mois. Elle a perdu son mari, sa maison, elle s'est vendue pour sauver sa fille. Il faut un courage particulier pour faire ce qu'elle a fait. Ou un désespoir particulier. Peut-être. Mais j'ai vu des gens désespérés faire des choix égoïstes à maintes reprises. Elle a choisi de se sacrifier plutôt que son enfant. Ce n'est pas le désespoir qui parle, c'est l'amour. Alors que le groupe du Marshal se préparait à partir avec ses prisonniers, Brady se tourna vers Jeremiah. Tu devrais peut-être envisager de descendre plus souvent de cette montagne, Stone. Le monde change et même les ermites ont parfois besoin de voisins. Après leur départ, la vallée redevint silencieuse, à l'exception du murmure du vent dans les pins. Rose posa Emma par terre et la petite fille courut immédiatement vers Jeremiah, enroulant ses petits bras autour de ses jambes. Tu nous as protégés, dit-elle simplement, comme un papa l'aurait fait. Ces mots touchèrent Jeremiah plus profondément que n'importe quelle balle, et pendant un instant, il ne put respirer. Le calme après la tempête révéla des vérités auxquelles ni Rose ni Jeremiah n'étaient préparés à faire face. Sur eux-mêmes, sur l'autre, et sur l'amour qui avait grandi entre eux comme l'herbe printanière sous la neige hivernale. Avec le départ de Dalton et la fin du danger immédiat, une tension gênante s'installa dans la cabane. Rose se déplaçait dans le petit espace avec une politesse prudente, comme si elle était une invitée qui avait abusé de l'hospitalité de ses hôtes. Emma, inconsciente des complications adultes qui tourbillonnaient autour d'elle, continuait à traiter la cabane de Jeremiah comme sa deuxième maison. La piste devrait être suffisamment dégagée pour voyager dans un jour ou deux, dit Jeremiah pendant le petit déjeuner, ses mots tombant dans le silence comme des pierres dans une eau calme. Rose leva les yeux de son travail, où elle coupait le bacon d'Emma un petit morceau. Oui, je suppose que ce sera le cas. Le shérif Brady a mentionné qu'il y aurait peut-être du travail à Helena. De bonnes opportunités pour quelqu'un qui est prêt à travailler dur. Helena a l'air charmante. La voix de Rose était soigneusement neutre, mais Jeremiah remarqua que ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle beurrait le biscuit d'Emma. Emma regarda les deux adultes, sentant que quelque chose n'allait pas, mais sans comprendre quoi. Est-ce qu'on va quitter la maison du montagnard, maman? Bientôt, ma chérie. Monsieur Stone a été très gentil, mais on ne peut pas rester ici éternellement. Pourquoi? Demanda Emma avec la logique directe d'une enfant. Il a beaucoup de place et il nous aime bien. Vous ne nous aimez pas, Monsieur Stone? La question resta en suspens dans l'air, comme la fumée d'un feu de camp, impossible à ignorer. Jeremiah se surprit à regarder Rose, à la regarder vraiment, à observer la façon dont la lumière du matin faisait briller les reflets dorés de ses cheveux bruns, la ligne gracieuse de son cou alors qu'elle se penchait sur l'assiette d'Emma, la force de ses mains qui avaient tant enduré. « Je vous aime beaucoup toutes les deux, dit-il doucement, et il vit Rose retenir son souffle. Après le petit déjeuner, tandis qu'Emma jouait avec le vieux cheval de bois de Lily près du feu, Rose s'approcha de Jeremiah, qui se tenait à la fenêtre, regardant la neige fondre en ruisselets d'eau de montagne. « Vous n'avez pas besoin de dire des choses comme ça pour faciliter votre départ, dit-elle doucement. Emma finira par comprendre. Et si je ne veux pas que mon départ soit plus facile? Ces mots les surprirent tous les deux. Rose le fixa, ses yeux verts écarquillés,
exprimant quelque chose qui pouvait être de l'espoir ou de la peur. Jeremiah, tu ne sais pas ce que tu dis. Tu vis seul depuis 15 ans. Nous serions, nous changerions tout pour toi. Peut-être que tout doit changer. Il se tourna vers elle et elle vit dans son regard quelque chose qui fit battre son cœur plus fort. Rose, je sais que c'est fou. Je sais que nous nous connaissons à peine. Mais quand j'ai pensé que Dalton pourrait t'emmener, toi et Emma, j'ai réalisé quelque chose que j'essayais de ne pas admettre. Quoi? Murmura-t-elle. Je ne peux pas te laisser partir. Cette confession flottait entre eux comme un pont qu'aucun des deux n'osait traverser. Rose regarda Emma, qui jouait toujours joyeusement près du feu, puis se tourna vers Jeremiah. Je ne suis plus la même femme qu'avant Dalton, dit-elle doucement. 6 mois dans cet endroit, ça m'a changé. Je ne suis pas sûr de pouvoir un jour être à la hauteur d'un homme comme toi. Jeremiah s'approcha, suffisamment près pour qu'elle puisse voir les reflets dorés dans ses yeux bruns. Et je ne suis plus le même homme qu'avant la guerre, avant que je perde Sarah et Lily. Nous portons tous les deux des cicatrices, Rose. C'est peut-être justement pour cela que nous sommes faits l'un pour l'autre. Jeremiah, épouse-moi. Les mots sortiront précipitamment, le surprenant par leur urgence. Je sais que c'est trop rapide, je sais que tu as besoin de temps pour guérir, mais épouse-moi. Laisse-moi prendre soin de toi et d'Emma. Laisse-moi être le père dont elle a besoin et le mari que tu mérites. Rose sentit les larmes lui monter aux yeux. Tu ne comprends pas ce que tu me demandes. Les gens de la ville, ils sauront ce que j'étais. Ils chuchoteront à ton sujet, au sujet d'Emma. Nous ruinerons ta réputation. Je me fiche de ma réputation. Ce qui m'importe, c'est de me réveiller chaque matin et de voir ton visage de l'autre côté de la table. Ce qui m'importe, c'est qu'Emma m'appelle papa sans avoir à se soucier de savoir si c'est approprié. Ce qui m'importe, c'est de construire quelque chose de réel avec toi. Et si je ne peux pas être une bonne épouse, si les choses qui se sont passées, Jeremiah tendit la main et prit délicatement son visage entre ses mains calleuses. Alors nous trouverons une solution ensemble. Rose, je ne te demande pas d'être parfaite, je te demande d'être mienne. Près du feu, Emma dit, tu vas embrasser maman maintenant? C'est ce que font les gens quand ils s'aiment. Rose rit à travers ses larmes, et Jeremiah sentit son cœur faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 15 ans. Il eut l'impression qu'il reprenait vie. Mais alors même qu'il se penchait pour l'embrasser, alors même qu'elle se levait pour l'embrasser, une ombre planait encore sur leur bonheur. Le baiser qui scella leur destin allait être interrompu par une nouvelle qui menaçait de détruire tout ce qu'ils avaient osé espérer. Les lèvres de Rose étaient chaudes et douces sous les siennes, et pendant un instant, Jeremiah oublia tout sauf le miracle de la tenir dans ses bras. Elle avait le goût du café et de l'espoir, comme la promesse de matin qui ne serait plus passée seule. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous les deux difficilement. « Cela signifie-t-il oui? » demanda-t-il en scrutant son visage. Rose regarda Emma, qui leur souriait depuis sa place près du feu, puis se tourna vers Jeremiah. « Oui, murmura-t-elle. Que Dieu nous vienne en aide, mais oui. » Emma poussa un cri de joie et courut vers eux, enroulant ses bras autour de leurs jambes. « Maintenant, tu seras mon papa, déclara-t-elle. Je savais que tu le serais. J'ai demandé à Dieu de m'envoyer un papa, et il m'a envoyé l'homme des montagnes. » Jeremiah s'agenouilla à la hauteur d'Emma, la gorge serrée par l'émotion. « Est-ce que tu aimerais ça, ma petite? Est-ce que tu aimerais que je sois ton papa? »« Plus que tout au monde, » répondit Emma solennellement, avant de jeter ses bras autour de son cou. Dans cet instant parfait, debout dans la lumière dorée de l'après-midi qui inondait sa cabane, Jeremiah se sentit comblé pour la première fois depuis 15 ans. Il avait à nouveau une famille. Il avait quelque chose à protéger, une raison de vivre autre que la simple survie. C'est alors qu'on frappa à sa porte. Le son était doux mais pressant. Ce n'étaient pas les coups assurés des hommes de Dalton, ni les coups officiels du Marshal Brady. C'était tout autre chose. Jeremiah et Rose échangèrent un regard. Leur bonheur retrouvé soudainement assombri par la méfiance. « Reste avec Emma, » murmura Jeremiah en attrapant son fusil. Il ouvrit la porte et trouva une jeune femme debout dans la neige, vacillant d'épuisement. Elle avait peut-être 20 ans, les cheveux blonds emmêlés sous un bonnet déchiré et une robe qui avait dû être belle autrefois, mais qui était maintenant tachée et en lambeaux. Le plus inquiétant était le sang sur ses mains et le regard sauvage et désespéré de ses yeux bleus. « S'il vous plaît, haleta-t-elle en s'effondrant contre le cadre de la porte.
Êtes-vous Jeremiah Stone? Ils ont dit que vous pourriez m'aider. Ils ont dit que vous saviez garder des secrets. Derrière lui, Rose eut le souffle coupé. Sarah? Sarah Patterson? La jeune femme releva brusquement la tête, le regard partagé entre l'espoir et la peur. Rose? Rose Mackenzie? Oh, Dieu merci! Elle trébucha en avant, et Rose la rattrapa juste avant qu'elle ne tombe. Faites-la entrer, dit Rose d'un ton pressant. Jeremiah, voici Sarah Patterson. Elle travaillait chez... Elle était chez Dalton avec moi. Alors qu'ils aidaient la jeune femme à s'asseoir sur une chaise, Jeremiah constata qu'elle était en mauvais état, mal nourrie, épuisée et portant des traces physiques de violence récentes. Sa robe était déchirée à l'épaule et ses bras étaient couverts de bleu en forme de doigt. « Sarah, que s'est-il passé? » demanda Rose en lui apportant un verre d'eau. « Dalton est en détention. Le Marshal Brady l'a arrêté ce matin. » Sarah rit amèrement, d'un rire aussi sec que du verre brisé. Arrêté? Il s'est échappé. Il a tué 2 des hommes du Marshal et s'est enfui avec ce qui restait de son équipage. Il va venir te chercher, Rose, et tous ceux qui t'ont aidé. Ces mots frappèrent la cabane comme un coup de tonnerre. Emma, sentant la tension, se blottit contre Jeremiah. « Comment sais-tu cela? » demanda Jeremiah, même s'il connaissait déjà en partie la réponse. « Parce que j'étais là quand il l'a fait. J'étais en route pour Helena afin de témoigner contre lui quand lui et ses hommes ont tendu une embuscade au chariot. Ils ont tué les adjointes Mills et Carson de sang-froid. » La voix de Sarah se brisa. Il m'a forcé à regarder. Puis il m'a dit de revenir ici en courant pour vous prévenir de ce qui allait arriver. « Pourquoi ferait-il cela? » demanda Rose. « Parce qu'il veut que vous sachiez que vous ne pouvez pas lui échapper. Il veut que vous souffriez avant de venir récupérer ce qu'il considère comme lui appartenant. » Sarah serra désespérément les mains de Rose. Il a changé Rose. L'arrestation, l'humiliation, cela a brisé quelque chose en lui. Il ne recherche plus seulement l'argent. Il veut se venger. Jeremiah sentit le froid familier s'installer dans sa poitrine, le même sentiment qu'il avait éprouvé avant les batailles pendant la guerre, lorsque la mort planait dans l'air comme la brume matinale. Combien d'hommes a-t-il? 4, peut-être 5. Ils sont tous désespérés maintenant, ils n'ont plus rien à perdre. Sarah regarda Emma, qui serrait sa poupée de chiffon dans ses bras et fixait les adultes de ses grands yeux effrayés. Il a spécifiquement mentionné l'enfant. Il a dit qu'il allait s'assurer qu'elle comprenne le prix à payer pour lui avoir désobéi. La menace qui pesait sur Emma déclencha quelque chose de primitif dans la poitrine de Jeremiah. Il n'avait pas réussi à protéger sa propre fille de la fièvre et de la mort, mais il serait damné s'il laissait quiconque faire du mal à cette petite fille qu'il appelait papa. « Quand? » demanda-t-il simplement. « Bientôt. Peut-être ce soir, peut-être demain matin. Il rassemble des provisions à Willow Creek, mais il sera ici d'ici peu. » Rose était pâle comme la neige hivernale, mais sa voix était ferme lorsqu'elle parla. « Nous devons fuir. Emmenez Emma et éloignez-vous le plus possible d'ici. » Mais Jeremiah secouait déjà la tête. « Fuir ne servira à rien. Il nous suivra et nous serons pris au piège en plein air. Cette cabane est défendable et je connais ces montagnes mieux que n'importe quel étranger. Vous ne pouvez pas combattre 5 hommes seuls. Je ne serai pas seul. » Il regarda Rose avec une détermination sinistre. « Tu sais tirer? » Rose leva le menton avec le même geste de défi qu'il avait vu lorsqu'elle était arrivée à sa cabane. « Mon père m'a appris. Je ne suis pas sans défense, Jeremiah. » Emma tira sur sa chemise. « Papa, les méchantes vont venir ici? » Le mot « papa » prononcé de sa petite voix lui brisa presque le cœur, mais cela renforça également sa détermination. Victor Dalton venait chercher sa famille et Jeremiah Stone allait être prêt à l'accueillir. Les préparatifs pour la guerre mettraient à l'épreuve tout ce que Jeremiah avait appris sur la survie, l'amour et le prix à payer pour protéger ce qui comptait le plus. Alors que la nuit tombait sur les montagnes, Jeremiah se déplaçait dans sa cabane avec l'efficacité méthodique d'un homme qui s'était déjà préparé au combat. Il vérifia ses armes, 2 fusils, un fusil de chasse et 3 revolvers, les nettoyant et les chargeant avec une précision acquise par l'expérience. Il plaça les munitions à des endroits stratégiques autour de la cabane et barricada les fenêtres, laissant de petits espaces pour pouvoir tirer. Rose travaillait à ses côtés sans se plaindre,
suivant ses instructions pour déplacer les meubles et sécuriser la cabane. Elle avait envoyé Emma se coucher tôt, lui chantant des berceuses pour apaiser ses craintes, alors que ses propres mains tremblaient de terreur. Sarah Patterson avait été nourrie, lavée, et on lui avait donné un endroit où se reposer, mais elle était trop traumatisée pour être d'une grande aide dans un combat. Elle était assise recroquevillée dans un coin, sursautant à chaque bruit, revivant l'horreur d'avoir vu deux hommes bons mourir. « Rose, dit Jeremiah pendant qu'il travaillait, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. » Elle leva les yeux alors qu'elle était en train de bourrer des chiffons dans les interstices entre les rondins. « Quoi? Si les choses tournent mal, si Dalton semble sur le point d'entrer, je veux que tu prennes Emma et Sarah et que tu cours vers la cave à légumes. Il y a un tunnel qui mène à la face nord de la montagne. Suis ce tunnel jusqu'à ce que tu atteignes la grotte cachée à environ 200 mètres en haut de la pente. » Jeremiah, non, je ne te laisserai pas te battre seul. Tu le feras si cela permet de sauver Emma. Sa voix était dure comme le granit. Ce n'est qu'une enfant, Rose. Elle ne mérite pas de payer pour nos choix. Rose sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle acquiesça. L'idée de le laisser mourir pendant qu'elle s'enfuyait allait à l'encontre de tous ses instincts, mais elle comprenait la logique. La vie d'Emma valait plus que sa propre fierté. « Combien de temps devons-nous attendre ?» demanda-t-elle. « Il viendra à l'aube. C'est à ce moment-là que les hommes comme Dalton préfèrent attaquer, quand les gens sont encore groggy et désorientés. Mais nous serons prêts. » Ils travaillaient toute la nuit, dormant et montant la garde à tour de rôle. Pendant son quart, Rose s'assit près de la fenêtre et observa la lisière des arbres à la recherche du moindre signe de mouvement. Les montagnes étaient magnifiques au clair de lune, paisibles et éternelles, comme si la violence était impossible dans un tel endroit. Derrière elle, Jeremiah dormait d'un sommeil agité sur son lit de camp, marmonnant parfois dans son sommeil. Elle saisit des bribes de mots, les noms d'hommes morts à la guerre, des excuses adressées à une femme et à une fille qui ne pouvaient plus les entendre. Cet homme portait tant de douleur, et maintenant elle avait apporté encore plus de danger à sa porte. « Je suis désolée, » murmura-t-elle à son oreille endormie. « Je suis vraiment désolée de vous avoir apporté cela. » Comme s'il l'avait entendu, Jeremiah ouvrit les yeux. « Rose, quelle heure est-il? » Environ 4 heures du matin. Toujours aucun signe d'eux. Il s'assit, immédiatement alerte. Ils vont bientôt arriver. L'aube est l'heure traditionnelle pour ce genre de travail. Jeremiah, il y a quelque chose que je dois te dire. Avant que quoi que ce soit n'arrive. Il vint s'asseoir à côté d'elle et elle prit sa main dans la sienne. Quand j'ai accepté ta demande en mariage, ce n'était pas seulement parce que j'étais reconnaissante ou désespérée d'avoir une sécurité. Je le pensais vraiment. Je t'aime. Ces mots flottaient dans l'obscurité précédant l'aube comme une prière. Rose, je sais que c'est fou. Je sais que nous nous connaissons à peine. Mais tu as sauvé ma fille, puis tu m'as sauvé, et quelque part au milieu de tout ça, je suis tombée amoureuse de toi. Si nous ne survivons pas à ça, je voulais que tu le saches. Jeremiah porta sa main à ses lèvres et déposa un baiser délicat sur ses jointures. Je t'aime aussi. Je ne pensais pas pouvoir ressentir à nouveau cela après la mort de Sarah. Mais toi et Emma, vous avez redonné vie à mon cœur. De la chambre, Emma demanda d'une voix endormie, « Vous parlez de trucs sentimentaux? Je peux t'écouter? » Malgré tout, ils éclatèrent tous deux de rire. « Rendors-toi, ma chérie, dit Rose, tout va bien. »« D'accord, maman. Bonne nuit, papa. » Le mot « papa » est énorme. Réchauffait encore le cœur de Jeremiah, même face au danger imminent. Emma lui faisait confiance pour la protéger. Rose lui avait confié son cœur. Il ne les laisserait pas tomber comme il avait laissé tomber sa première famille. Alors que le ciel à l'est commençait à se teinter de légères traces de gris, Jeremiah prit place devant la fenêtre avant. « Ils arrivent, » dit-il doucement. Rose se dirigea vers la fenêtre latérale, son fusil à la main. À travers la vitre, elle pouvait voir des ombres se déplacer parmi les arbres. 5 silhouettes qui gravissaient le sentier de montagne avec une intention prédatrice. Victor Dalton était venu récupérer ce qu'il pensait être à lui, mais il allait bientôt découvrir que certaines choses valaient la peine de se battre, et que certains hommes préféraient mourir plutôt que de livrer leur famille au mal. Le premier coup de feu brisa le silence de la montagne et annonça que Victor Dalton avait enfin montré son vrai visage.
Non pas celui d'un homme d'affaires cultivé, mais celui du tueur qu'il avait toujours été au fond de lui. Jeremiah repéra les hommes de Dalton alors qu'ils se déployaient autour de la cabane dans la lumière grise de l'aube. Ils se déplaçaient avec l'assurance de chasseurs convaincus que leur proie était piégée, mais Jeremiah avait déjà combattu dans des conditions pires contre des hommes plus forts. Il attendit qu'ils soient à portée, puis tira une balle de fusil dans l'épaule de l'homme qui s'approchait par l'est. L'homme blessé hurla et tomba, et le chaos éclata autour de la cabane. « Rose! » cria Jeremiah. « Deux hommes arrivent de ton côté! » Le fusil de Rose crépita 2 fois de suite. Elle visait le centre de la masse comme son père le lui avait appris. Mais un tir fut trop haut et l'autre écorcha l'écorce d'un pen. Ses mains tremblaient trop pour qu'elle puisse tirer avec précision. « Je n'arrive pas à les toucher, » cria-t-elle, frustrée et effrayée. « Ne t'inquiète pas pour la précision, » lui répondit Jeremiah en tirant à nouveau. « Contente-toi de leur faire baisser la tête. » De l'extérieur, Dalton fit entendre sa voix, étrangement calme, malgré les coups de feu. « Monsieur Stone, cela n'a pas besoin d'être difficile. Envoyez-nous Madame Mackenzie et sa fille, et nous vous laisserons tranquille. »« Va au diable, Dalton, » répondit Jeremiah, ponctuant ses mots d'un autre coup de fusil. Dalton rit. « Quel langage devant une enfant? Emma, ma chérie, tu m'entends? L'ami de ta maman est vraiment déraisonnable. » Dans la chambre, Emma se couvrit les oreilles de ses mains et se mit à pleurer. Sarah Patterson, qui s'était recroquevillée dans un coin, se leva soudainement avec une détermination surprenante. « Ce salaud !» marmonna-t-elle en se dirigeant vers le fusil de rechange que Jeremiah avait laissé charger. « Il m'a fait assister à la mort de 2 hommes bons, et maintenant il terrorise une petite fille. »« Sarah, baisse-toi !» cria Rose, mais la jeune femme était déjà à la fenêtre arrière. « Hey, Dalton !» cria Sarah. « Tu te souviens de moi? J'ai quelque chose pour toi. » Son tir atteignit l'un de ses hommes à la poitrine, le faisant tomber instantanément. Mais ce geste révéla sa position et les tirs de riposte brisèrent la fenêtre au-dessus de sa tête, faisant pleuvoir des éclats de verre. La bataille s'installa dans un rythme mortel. Les hommes de Dalton essayaient de s'approcher suffisamment pour prendre d'assaut la cabane, tandis que Jeremiah et les femmes les repoussaient à coups de fusil. Mais Jeremiah savait que cela ne pouvait pas durer. Ses munitions étaient limitées et Dalton avait toute la journée pour les épuiser. « Rose, » appela-t-il pendant une brève accalmie, « combien de cartouches te reste-t-il? »« 6, peut-être 7, pas assez, loin d'être suffisant. » Jeremiah prit une décision qui lui donna l'impression de signer son arrêt de mort. « Je sors, » annonça-t-il. « Quoi? Non! » Rose le regarda avec horreur. « Jeremiah, c'est du suicide. » « Pas si je m'y prends bien. Ils s'attendent à ce que nous restions piégés ici comme des lapins. Ils ne seront pas prêts à affronter quelqu'un qui sort pour se battre. » Il attrapa son fusil et ses 2 revolvers, vérifiant une dernière fois qu'ils étaient chargés. « Si je ne reviens pas, tu sais quoi faire. Emmène Emma dans cette grotte et attends le Marshal Brady. » Rose traversa la pièce en 3 pas rapides et l'embrassa fougueusement, désespérément. « Reviens-nous, » murmura-t-elle contre ses lèvres. « Emma a besoin de son papa. » Jeremiah lui caressa doucement le visage. « Je t'aime, Rose Mackenzie. N'oublie jamais ça. » Puis il disparut, se glissant par la porte arrière dans la forêt qui était son foyer depuis 15 ans. L'homme des montagnes partait à la chasse. Victor Dalton avait commis une erreur cruciale dans son plan. Il avait supposé que Jeremiah Stone était un ermite devenu faible après des années d'isolement. Mais l'isolement n'avait pas adouci Jeremiah. Il l'avait rendu dangereux. Il se déplaçait entre les arbres comme un fantôme, utilisant toutes les astuces qu'il avait apprises en tant qu'éclaireur de cavalerie. La forêt était son avantage, son sanctuaire, et les hommes de Dalton étaient des prédateurs urbains qui tentaient de chasser en territoire inconnu. Le premier homme ne le vit pas arriver. Le couteau de Jeremiah l'avait atteint dans le dos, et il s'était effondré sans un bruit. 1 de moins, plus que 3. Le deuxième homme était plus vigilant, se retournant lorsqu'il avait entendu un léger bruit derrière lui. Mais le fusil de Jeremiah avait parlé le premier, et le cri de l'homme avait résonné dans la vallée. Il ne restait plus que Dalton et un autre mercenaire, et il savait désormais qu'ils étaient traqués. « Stone !» La voix de Dalton résonna à travers les arbres, non plus calme, mais teintée d'une colère désespérée. « Tu ne fais que retarder l'inévitable.
Même si tu nous tues tous, d'autres prendront la relève. J'ai des amis, des partenaires commerciaux. Ils continueront à venir jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qui leur est dû. Jeremiah ne répondit pas. Il laissa Dalton parler. La peur rendait les hommes imprudents, et les hommes imprudents mouraient. Il trouva le troisième tireur accroupi derrière un tronc d'arbre tombé, son fusil pointé vers la cabane. L'homme n'entendit pas Jeremiah s'approcher jusqu'à ce que le métal froid se presse contre la base de son crâne. « Lâche ça, » dit Jeremiah calmement. L'homme se figea puis baissa lentement son fusil. « Écoutez, monsieur, ce n'est pas personnel, ce sont juste les affaires. » « Pour moi, c'est personnel, » répondit Jeremiah, et il appuya sur la détente. Il ne restait plus que Victor Dalton, et quelque part dans la forêt, deux prédateurs se traquaient désormais mutuellement avec une intention meurtrière. La confrontation finale entre Jeremiah et Dalton allait régler plus que la question de la liberté de Rose et Emma. Elle allait déterminer quel genre d'homme Jeremiah Stone choisirait d'être. Jeremiah trouva Dalton dans la clairière où il avait demandé Rose en mariage quelques heures plus tôt. L'homme se tenait dos à un immense pin, un revolver à la main et le regard sauvage d'une proie acculée. Son manteau coûteux était déchiré et sale, son apparence soignée ruinée par la peur et le désespoir. « Te voilà, » dit Dalton, essayant d'injecter son ancienne confiance dans sa voix. « Je me demandais quand tu allais te montrer. » Jeremiah émergea de la lisière des arbres, son arme prête mais non levée. « C'est fini, Dalton. Tes hommes sont morts. Le Marshal Brady sera bientôt là. Rends-toi et tu vivras peut-être assez longtemps pour être jugé. » Dalton rit amèrement. « Jugé? Pourquoi? Pour avoir essayé de recouvrer une dette légitime. Ils ne me condamneront jamais, Stone. J'ai des avocats, des relations, de l'argent. Vous avez tué 2 marshals fédéraux. C'est un crime passible de la peine de mort dans n'importe quelle juridiction. Légitime défense. Ils essayaient de me faire porter le chapeau pour des crimes que je n'avais pas commis. » La voix de Dalton devint plus douce, plus persuasive. « Vous savez comment ça marche, Stone? Les hommes comme moi ne vont pas en prison. Les hommes comme moi concluent des accords. » Jeremiah fit un pas vers lui. « Quel genre d'accord? Je pars d'ici et je ne dérange plus jamais Rose Mackenzie ni sa fille. Table rase. Tout le monde obtient ce qu'il veut. Sauf les familles et des hommes que vous avez assassinés. » Dalton haussa les épaules. « Des pertes acceptables. Le prix à payer pour faire des affaires dans cette région. » Le mépris désinvolte pour la vie humaine fit monter une rage glaciale dans les veines de Jeremiah. Cet homme considérait les autres comme des biens, des obstacles à éliminer ou des outils à utiliser. Il avait vu des hommes comme Dalton pendant la guerre, des officiers qui envoyaient des soldats mourir pour des objectifs insignifiants, des politiciens qui échangeaient des vies contre des avantages politiques. « Tu sais quel est ton problème, Dalton ?» dit Jeremiah en levant son arme. « Vous pensez que le monde vous doit quelque chose. Vous pensez que les autres existent pour votre confort. Et vous êtes si différents. » Le masque de civilité de Dalton finit par tomber complètement. « Vous êtes un tueur, Stone. J'ai fait mes recherches. Je sais ce que vous avez fait pendant la guerre. Les villages que vous avez brûlés, les prisonniers que vous avez exécutés. Vous pensez que porter le masque d'un ermite respectable change ce que vous êtes? » Ces mots le frappèrent comme des coups physiques, car ils portaient le poids de la vérité. Jeremiah avait commis des actes terribles pendant la guerre, des actes qui hantaient ses rêves et l'avaient poussé à se réfugier dans ces montagnes. Il s'était dit qu'il protégeait la civilisation en combattant la sauvagerie, mais au final, il était lui-même devenu sauvage. « Tu as raison, » dit Jeremiah doucement. « Je suis un tueur. J'ai fait des choses que je ne pourrais jamais me pardonner. » Dalton sourit, pensant d'avoir trouvé une faiblesse. « Alors tu comprends. Nous sommes pareils, toi et moi. Nous prenons ce que nous voulons et faisons ce que nous devons faire pour survivre. »« Non, » dit Jeremiah d'une voix plus forte. « Nous ne sommes pas pareils. La différence, c'est que j'ai fini de tuer. Toi, tu ne t'arrêteras jamais. » Il vit la main de Dalton se crisper sur son arme, vit le moment où l'homme décida de dégainer rapidement. Jeremiah attendait ce moment. Les 2 armes tirèrent simultanément. Le tir de Dalton manqua sa cible, dévié par la précipitation et le désespoir. La balle de Jeremiah atteignit sa cible en plein cœur et Victor Dalton s'effondra sur le sol de la forêt. Alors que les échos des coupes de feu s'estompaient, Jeremiah se tenait debout au-dessus de son ennemi tombé. Dalton était encore en vie, mais mourant,
du sang moussant sur ses lèvres alors qu'il essayait de parler. Tu, tu n'as pas gagné, haleta Dalton. Elle ne sera jamais, jamais libérée de ce qu'elle était. Les gens continueront toujours, toujours à chuchoter. Qu'ils chuchotent, dit Jeremiah. Elle est plus forte que leur chuchotement. Les yeux de Dalton devinrent vitreux, puis il resta immobile. Jeremiah resta debout dans la clairière pendant un long moment, sentant quelque chose bouger dans sa poitrine. Pendant 15 ans, il avait porté le poids de la violence qu'il avait commise pendant la guerre. Des innocents pris entre deux feux. Des choix faits dans des moments désespérés. Mais cela était différent. Cette violence avait protégé sa famille, avait préservé l'innocence au lieu de la détruire. Peut-être que la rédemption ne consistait pas à oublier le passé ou à prétendre être quelqu'un d'autre. Peut-être s'agissait-il de choisir chaque jour d'être meilleur qu'avant. Il retourna vers la cabane, vers Rose et Emma, et l'avenir qu'ils pourraient construire ensemble. L'homme des montagnes rentrait chez lui. Les conséquences de la violence révéleraient des vérités sur l'amour, le pardon et le courage nécessaires pour construire une famille à partir des cendres d'une tragédie. Rose rencontra Jeremiah à mi-chemin, entre la forêt et la cabane. Emma serrée dans ses bras et les larmes coulant sur son visage. Elle avait entendu les dernières coupes de feu et l'avait vu sortir seule des arbres, et le soulagement lui avait presque fait fléchir les genoux. « C'est fini ?» demanda-t-elle, cherchant dans son visage la réponse qu'elle avait désespérément besoin d'entendre. « C'est fini », confirma Jeremiah en rangeant son arme. « Dalton est mort. Ces hommes sont morts. Vous êtes libre, Rose. Toutes les deux. » Emma leva la tête de l'épaule de sa mère et regarda Jeremiah avec ses yeux sombres et solennels qui semblaient toujours trop vieux pour son visage. « Papa, pourquoi les méchants voulaient-ils nous faire du mal? » La question était simple, mais la réponse ne l'était pas du tout. Comment expliquer le mal à un enfant? Comment donner un sens à des hommes qui considéraient d'autres êtres humains comme des biens à acheter et à vendre? Parfois, dit Jeremiah avec précaution en s'agenouillant pour se mettre à la hauteur des yeux d'Emma, les gens font de mauvais choix qui font du mal aux autres. Le méchant pensait qu'il possédait des gens, mais on ne peut pas posséder les gens. Nous appartenons à nous-mêmes et aux personnes qui nous aiment. Emma réfléchit à cela avec le sérieux d'une petite philosophe. Est-ce que j'appartiens à toi et à maman maintenant? Tu appartiens à nous, corrigea Rose doucement. Nous sommes une famille. Des familles prennent soin les unes des autres. Même quand les méchants viennent, Jeremiah caressa la joue d'Emma avec un doigt colleux. Surtout quand de méchants hommes viennent. C'est ce que font les familles. Nous nous protégeons les uns les autres. Sarah Patterson apparut à la porte de la cabane, pâle mais déterminée. « Et moi ?» demanda-t-elle doucement. « Je n'ai nulle part où aller, et après ce qui s'est passé, après ce que j'ai fait pour survivre. » Elle ne parvint pas à terminer sa phrase. Rose se tourna vers la jeune femme qui avait risqué sa vie pour les avertir de l'évasion de Dalton. « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin. Nous trouverons une solution. »« Je peux travailler, » dit rapidement Sarah. « Je peux cuisiner, faire le ménage et aider avec Emma. Je ne veux pas de charité. » Jeremiah vit le désespoir dans ses yeux, le même regard que Rose avait lorsqu'elle était arrivée à sa cabane. Une autre femme brisée par la cruauté de Victor Dalton, une autre vie qui avait besoin de guérir. « Cette vallée est assez grande pour nous tous, dit-il. Nous pourrions construire une autre cabane au printemps, te donner un endroit où recommencer. » Cette offre sembla bouleverser Sarah. « Pourquoi feriez-vous cela? Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas ce que j'ai fait. »« Je sais que vous vous êtes battus à nos côtés quand cela comptait, » répondit Jeremiah. « Je sais que vous nous avez avertis du danger alors que vous auriez pu vous sauver. Cela me suffit. » Ils se tenaient ensemble dans la neige fondante, 4 personnes qui avaient été brisées de différentes manières par les cruautés de la vie, mais qui avaient trouvé en chacun d'eux quelque chose qui valait la peine de se battre. Ce n'était pas la famille qu'aucun d'entre eux n'avait imaginée, mais c'était de la famille qu'ils avaient choisie. Au cours des jours suivants, alors qu'ils attendaient l'arrivée du Marshal Brady pour récupérer les corps, ils se sont installés dans une nouvelle routine. Sarah s'est révélée être une excellente cuisinière et aimait sincèrement s'occuper d'Emma. La petite fille, avec la résilience propre à l'enfance, semblait considérer toute cette expérience comme une aventure maintenant qu'elle était terminée. Rose et Jeremiah passaient des moments tranquilles ensemble, des conversations au coin du feu après qu'Emma se soit endormie,
des regards échangés à table, l'intimité qui se construisait peu à peu entre deux personnes qui réapprenaient à se faire confiance. Je n'arrête pas de penser à ce que Dalton a dit, confié à Rose un soir, alors qu'ils étaient assis à regarder le coucher de soleil peindre les montagnes en or et en violet. À propos des gens qui chuchotent, à propos de mon passé qui me suit toujours. Jeremiah lui prit la main et entrelaça leurs doigts. Les gens diront ce qu'ils ont à dire, mais ce qui compte, c'est ce que nous savons être vrai. Et qu'est-ce que c'est? Que tu es la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée, que tu as tout sacrifié pour sauver ta fille, que tu as choisi l'amour plutôt que la peur alors qu'il aurait été plus facile de fuir. Il porta sa main à ses lèvres. Que tu as dit oui quand je t'ai demandé de m'épouser. Rose s'appuya contre son épaule, sentant sa chaleur solide, le rythme régulier de sa respiration. Quand devrions-nous le faire? Me marier, je veux dire. Dès que le Marshal Brady sera là, il pourra célébrer la cérémonie avant de repartir pour Helena. Aussi vite que ça, Jeremiah se tourna vers elle, le regard sérieux. Rose, j'ai attendu 15 ans pour me sentir à nouveau vivant. Maintenant que c'est le cas, je ne veux pas perdre un seul jour de plus. De l'intérieur de la cabane, Emma appela pour qu'on lui raconte une histoire avant de se coucher. Rose sourit et commença à se lever, mais Jeremiah lui saisit la main. Elle m'a encore appelé papa aujourd'hui, dit-il doucement. Quand elle pensait que je ne pouvais pas l'entendre, elle racontait à ce cheval de bois que son papa éloignait les méchants. Rose sentit son cœur se gonfler d'amour pour cet homme doux et blessé qui avait tout risqué pour les protéger. Elle t'aime, Jeremiah. Nous t'aimons tous les deux. Même avec toutes mes cicatrices, toutes les choses que j'ai faites, surtout avec tes cicatrices, elles sont la preuve que tu as survécu. Elles sont la preuve que tu es assez fort pour nous protéger et assez doux pour nous aimer. Alors qu'ils retournaient ensemble vers la cabane, Rose remarqua que quelque chose avait changé dans la façon dont Jeremiah se déplaçait, dans son attitude. Le poids de l'isolement avait disparu, remplacé par quelque chose de plus léger mais non moins fort. Le poids de la responsabilité envers les personnes qui comptaient pour lui. Il n'était plus l'homme des montagnes qui vivait seul avec ses fantômes. Il était un mari et un père avec une famille à chérir et à protéger. La cérémonie de mariage qui allait unir leur vie serait simple, mais elle lirait des cœurs qui avaient trouvé la guérison dans l'endroit le plus inattendu, dans la beauté sauvage des montagnes du Montana et dans les bras l'un de l'autre. Le Marshal Brady arriva 3 jours plus tard avec un chariot pour transporter les corps et une lassitude qui témoignait d'un trop grand nombre d'hommes violents et de morts absurdes. Il écouta leur récit de la bataille avec la satisfaction sinistre d'un homme de loi qui avait vu justice être faite, même si celle-ci avait été rendue à la pointe du fusil plutôt que dans une salle d'audience. Dalton l'avait bien mérité, dit Brady, tandis que ses adjoints chargeaient le dernier corps dans le chariot. Nous avons trouvé des preuves qu'au moins 12 autres femmes avaient été piégées dans son entreprise. La plupart d'entre elles étaient trop effrayées pour témoigner. Mais il y avait suffisamment de personnes courageuses, comme Mme Patterson, pour monter un dossier. Sarah tressaillit lorsqu'on la qualifia de courageuse, mais Rose lui serra la main pour l'encourager. « Vous nous avez sauvé la vie en nous avertissant. Cela demande du courage. » « Que va-t-il se passer maintenant? » demanda Sarah. « Y aura-t-il des procès? D'autres questions? » « Il y aura de la paperasse, admit Brady. Mais avec la mort de Dalton et de ses hommes, le gouvernement territorial est plus intéressé par la clôture de l'affaire que par sa prolongation. Vous devrez faire des déclarations officielles, mais je pense que toute cette affaire sera réglée dans le mois. Jeremiah s'éclaircit la gorge. Marshal, avant que vous ne repartiez pour Helena, Rose et moi espérions que vous pourriez célébrer notre mariage. Le visage buriné de Brady se crispa dans le premier sourire sincère qu'il lui avait vu. Eh bien, voilà le genre d'affaires juridiques que j'apprécie vraiment. Quand pensiez-vous vous marier? Maintenant, si possible, répondit Rose, les joues roses d'embarras devant leur empressement. Alors, ce sera maintenant. Brady fit signe à ses adjoints. Les gars, on va avoir besoin de témoins. La cérémonie eut lieu devant la cabane de Jeremiah, alors que le soleil se couchait sur les montagnes, peignant les sommets enneigés de nuances dorées et roses. Emma se tenait entre sa mère et Jeremiah, leur tenant les mains et souriant de joie à l'idée de participer à un événement aussi important. Sarah avait aidé Rose à se coiffer et lui avait prêté un simple chemisier blanc qui transformait sa robe de tous les jours
en une tenue de mariée. Jeremiah s'était rasé et avait enfilé sa plus belle chemise, celle qu'il portait à l'église à l'époque où il croyait encore en ces choses-là. Mes chers amis, commença le maréchal Brady, dont la voix portait facilement dans l'air des montagnes, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour unir cet homme et cette femme par les liens sacrés du mariage. Ces mots les enveloppèrent comme une bénédiction, mais Rose se surprit à ne pas se concentrer sur la cérémonie, mais sur le visage de Jeremiah. Il la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais vue, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'elle était réelle et qu'elle se tenait à ses côtés. Lorsque Brady demanda les alliances, Emma s'exclama d'un ton important. Papa les a sculptées lui-même, à partir du plus beau morceau de bois qu'il ait pu trouver. En effet, Jeremiah avait passé les 3 dernières soirées à sculpter 2 simples anneaux dans un morceau de pain blanc, à les poncer pour les rendre lisses et à graver de petites fleurs sur les bords. Ils n'étaient ni en or ni en argent, mais ils avaient été fabriqués avec amour et étaient faits pour durer. Jeremiah Stone, voulez-vous prendre Rose Mackenzie pour épouse, pour l'aimer et la chérir, dans la santé et dans la maladie, dans la richesse et dans la pauvreté, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, répondit Jeremiah, la voix rauque d'émotion. Plus que je n'ai jamais rien voulu dans ma vie. Et toi, Rose Mackenzie, acceptes-tu de prendre Jeremiah Stone pour époux, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et dans la maladie, dans la richesse et dans la pauvreté, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Rose regarda cet homme qui avait sauvé la vie de sa fille, qui s'était battu pour les protéger toutes les deux, qui leur avait offert non seulement un refuge, mais aussi de l'amour et un sentiment d'appartenance. Oui, murmura-t-elle, pour toujours et à jamais. Par l'autorité qui m'est conférée par le territoire du Montana, je vous déclare maintenant mari et femme. Jeremiah, vous pouvez embrasser la mariée. Le baiser fut doux et tendre, plein de promesses pour tous les matins où ils se réveilleraient ensemble, toutes les soirées où ils s'assieraient près du feu, toutes les années où ils apprendraient à se connaître parfaitement. Emma sautait de joie en applaudissant. Maintenant, vous êtes mariés. Maintenant, nous sommes vraiment une famille. Brady rit. C'est vrai, petite dame. Tu as maintenant un vrai père. Alors que le shérif et ses hommes se préparaient à partir, Brady prit Jeremiah à part. Tu sais, Stone, je fais ce métier depuis 20 ans et je sais généralement reconnaître les mariages qui vont durer et ceux qui ne dureront pas. Vous deux, vous allez y arriver. Qu'est-ce qui vous rend si sûr? Parce que vous avez tous deux traversé l'enfer et que vous en êtes sortis plus forts. Parce que vous vous êtes choisis non par désespoir ou par solitude, mais par amour. Et parce que cette petite fille là-dedans vous aidera à rester honnête et concentré sur ce qui compte vraiment. Après le départ des policiers, les jeunes mariés s'assirent sous leur porche pour regarder les étoiles apparaître dans le ciel clair de la montagne. Emma s'était finalement endormie, épuisée par l'excitation de la journée, et Sarah était à l'intérieur, rangeant la cuisine avec la précision méthodique de quelqu'un qui a besoin de s'occuper pour calmer ses nerfs. « Tu le regrettes ?» demanda Rose doucement. « De m'avoir épousé si rapidement? D'avoir pris autant de responsabilités? » Jeremiah passa son bras autour de ses épaules et la serra contre lui. « La seule chose que je regrette, c'est d'avoir attendu 15 ans pour te trouver. Même avec toutes les complications, Sarah a besoin d'un endroit pour guérir, Emma a besoin de stabilité, et moi, j'apprends encore à faire confiance. Rose. Il tourna son visage vers le sien avec douceur. Regarde-moi vraiment. Elle croisa son regard à la lumière des étoiles et y vit briller l'amour et la certitude. Je ne veux pas que ce soit facile, dit-il. Je veux que ce soit réel. Je veux que ce soit compliqué, désordonné et magnifique. Je veux me réveiller chaque matin en sachant que j'ai une famille à protéger et à aimer. Je veux aider Sarah à retrouver sa force et je veux apprendre à Emma à tirer, à monter à cheval et à se défendre. Mais surtout, je veux passer chaque jour du reste de ma vie à te prouver que tu mérites d'être aimé. Rose sentit des larmes couler sur ses joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. Je t'aime, Jeremiah Stone. Je t'aime aussi, Rose Stone. Ce nom résonnait à la perfection dans le silence des montagnes. La première année de leur mariage mettrait à l'épreuve tout ce qu'ils avaient construit ensemble.
mais elle prouverait également que certaines fondations sont suffisamment solides pour résister à toutes les tempêtes. Le printemps arriva tôt dans les montagnes cette année-là, comme si la terre elle-même était impatiente d'effacer le souvenir de la violence et de prendre un nouveau départ. Alors que la neige fondait et que les fleurs sauvages commençaient à tapisser le fond de la vallée, patatam, chef Bamni, la petite famille qui s'était forgée dans la crise commença à s'installer dans le rythme de la vie ordinaire. Jeremiah et Rose travaillèrent ensemble pour agrandir la cabane, ajoutant une chambre à coucher convenable pour Sarah et agrandissant la pièce principale pour accueillir leur famille grandissante. Emma se lança dans le projet avec l'enthousiasme d'une architecte de 7 ans, offrant des suggestions et aidant d'une manière qui signifiait généralement plus de travail pour les adultes, mais qui remplissait la cabane de rires. Sarah s'est avérée inestimable, non seulement pour ses compétences domestiques, mais aussi pour sa farouche protection d'Emma et sa sortie progressive de la coquille de traumatisme que la cruauté de Dalton avait construite autour d'elle. Elle apprenait à Emma à mieux lire et avait commencé à travailler sur un jardin qui les aiderait à passer l'hiver suivant. Mais c'est dans les moments calmes, tôt le matin, lorsque Rose et Jeremiah partageaient un café avant que les autres ne se réveillent, ou le soir, lorsqu'ils s'asseyaient ensemble après avoir lu des histoires à Emma, que leur mariage s'est véritablement approfondi. Ils ont appris à connaître leurs habitudes et leurs excentricités respectives, ont partagé leurs souvenirs et leurs rêves, et ont construit le genre d'intimité qui naît du fait de se choisir jour après jour. La première véritable épreuve survint à la fin de l'été, lorsqu'une délégation du gouvernement territorial arriva pour enquêter sur l'affaire Dalton. 3 hommes au visage sévère, vêtus de costumes coûteux, regardaient leur modeste maison de montagne avec un mépris à peine dissimulé. Madame Stone, dit l'enquêteur principal en consultant ses notes, nous avons quelques questions à vous poser au sujet de votre association avec l'établissement de Victor Dalton. Certains témoins affirment que vous participiez de votre plein gré à ces activités. Rose sentit son visage rougir de honte et de colère. Mais Jeremiah lui prit de la main sous la table, lui donnant de la force. « Je n'ai jamais été consentante, dit-elle clairement. J'ai été contrainte. Il a menacé de vendre ma fille si je ne me pliais pas à ses exigences. Pourtant, vous êtes resté là pendant 6 mois. Si les conditions étaient aussi terribles que vous le prétendez, vous auriez sûrement trouvé un moyen de vous échapper plus tôt. Avez-vous déjà eu un enfant, monsieur? Demanda Rose doucement. Avez-vous déjà dû choisir entre protéger votre enfant et vous protéger vous-même? Le visage de l'homme rougit. Ce n'est pas la question. C'est exactement la question, l'interrompit Jeremiah, d'une voix empreinte d'une autorité froide qui fit se redresser les 3 visiteurs. Ma femme s'est sacrifiée pour sauver notre fille. Si ce choix vous pose problème, vous pouvez en discuter avec moi dehors. La menace était formulée poliment, mais elle était sans équivoque. Après quelques questions supplémentaires qui ne menèrent nulle part, les enquêteurs rangèrent leurs papiers et partirent en leur adressant de sévères avertissements sur les normes morales et le comportement approprié. Ce soir-là, Rose s'assit près du feu, le visage baigné de larmes. Ils m'ont regardé comme si j'étais toujours celle que Dalton avait faite de moi, comme si j'étais à jamais souillée. Emma, qui jouait tranquillement avec son cheval en bois, se leva soudainement et s'approcha de sa mère. « Maman, tu n'es pas souillée, tu es belle et courageuse, et tu m'as sauvée de ce méchant homme. Ces hommes sont juste stupides. » Rose attira sa fille sur ses genoux, riant à travers ses larmes. « Quand es-tu devenue si sage, ma petite? » Papa m'a dit que parfois, les gens disent des choses méchantes parce qu'ils ont peur ou qu'ils sont jaloux. Il m'a dit que l'important, c'est de savoir ce qui est vrai dans son cœur. Rose regarda son mari à l'autre bout de la pièce, qui faisait semblant d'être absorbé par l'affûtage de son couteau, mais qui écoutait manifestement chaque mot. « Ton papa est un homme très intelligent, le plus intelligent du monde entier, » acquiesça Emma solennellement. La deuxième épreuve survint avec les premières grosses chutes de neige, lorsque le syndrome de la cabane s'installa et que la promiscuité commença à mettre à rude épreuve la patience de chacun. Sarah s'est emportée contre Emma parce qu'elle avait laissé traîner ses jouets. Emma a piqué une crise spectaculaire parce qu'elle devait faire ses leçons de lecture. Rose et Jeremiah ont eu leur première véritable dispute au sujet de l'argent et des provisions pour l'hiver à venir.
Mais ils ont surmonté ces épreuves, apprenant à se laisser de l'espace quand c'était nécessaire, à s'excuser rapidement lorsqu'ils avaient été injustes et à se rappeler qu'être une famille signifiait accepter les défauts de chacun en même temps que leurs qualités. À la fin de l'hiver, lorsque la neige a recommencé à fondre et que les premières crocus ont poussé, ils étaient devenus quelque chose qu'aucun d'entre eux n'avait prévu. Non seulement des survivants réunis par les circonstances, mais aussi des personnes qui s'aimaient et se soutenaient sincèrement. Un soir, début mars, alors que Rose et Jeremiah étaient assis sous leur porche et regardaient Emma et Sarah planter des graines dans le jardin, Rose a fait une annonce qui allait tout changer à nouveau. « Je pense que je suis enceinte, dit-elle doucement. La main de Jeremiah s'immobilisa sur sa tasse de café. « Tu en es sûr? »« Presque sûr. Tous les signes sont là. » Elle le regarda avec inquiétude. « Qu'est-ce que tu en penses? » Jeremiah posa sa tasse et la prit dans ses bras, le visage rayonnant de joie. « Je me sens comme l'homme le plus chanceux qui ait jamais existé. » Du jardin, Emma lança d'une voix enthousiaste. « Est-ce que papa et toi allez avoir un bébé? Je peux aider à choisir son prénom. » Rose rit, réalisant qu'Emma avait écouté la conversation avec l'habileté d'une enfant de 7 ans. « Que dirais-tu de devenir grande sœur? » Emma répondit en courant vers eux et en les serrant si fort dans ses bras qu'ils faillirent tomber de leur chaise. « J'adorerais ça. J'apprendrai au bébé tout ce que je sais. »« C'est ce qui me fait peur, » murmura Jeremiah, mais il souriait. Alors que le printemps laissait place à l'été et que la grossesse de Rose avançait, la petite famille se préparait à accueillir son nouveau membre. Sarah se lança dans la confection de vêtements pour bébé et la préparation de la chambre d'enfant avec le dévouement d'une future tante. Emma s'entraîna à être douce en s'occupant d'une nouvelle portée de chatons dans la grange. Jeremiah s'attela à agrandir une nouvelle fois la cabane, ajoutant cette fois-ci une véritable chambre d'enfant. Mais surtout, ils apprirent tous que les familles ne naissent pas. Elles se construisent jour après jour, choix après choix, à travers les bons et les mauvais moments et tous les instants ordinaires qui les séparent. L'homme des montagnes qui vivait autrefois seul avec ses fantômes était désormais entouré d'amour, de rire et de la promesse d'une nouvelle vie qui grandissait dans le ventre de la femme qu'il chérissait plus que tout au monde. Il n'avait jamais été aussi heureux de toute sa vie. La naissance de James Daniel Stone, par une fraîche matinée d'octobre, allait boucler la boucle qui avait commencé avec une femme désespérée et un enfant effrayé cherchant refuge contre une tempête de neige dans les montagnes. Le travail de Rose dura toute la nuit, Sarah jouant le rôle de sage-femme et Jeremiah arpentant la pièce principale comme un loup en cage. Emma était assise dans un coin, serrant son cheval de bois dans ses bras et essayant de ne pas pleurer chaque fois que sa mère poussait un cri de douleur depuis la chambre. « Est-ce qu'elle va s'en sortir? » murmura Emma à son père alors qu'il passait devant sa chaise. Jeremiah s'agenouilla et prit sa fille dans ses bras. « Ta maman est la femme la plus forte du monde, » dit-il, bien que sa propre voix tremblait d'inquiétude. « Elle va très bien se porter. » Lorsque James fit enfin son apparition, le visage rouge et hurlant de toutes ses forces, la cabane éclata en larmes de joie et de soulagement. Sarah sortit de la chambre avec le bébé enveloppé dans l'une des couvertures qu'elle avait tricotées, le visage rayonnant de fierté. « Il est parfait, » annonça-t-elle. « 10 doigts, 10 orteils et des poumons qui réveilleraient un mort. » Jérémie prit son fils dans ses mains tremblantes, encore incapable de croire qu'il avait reçu ce cadeau 2 fois dans sa vie. Le bébé cessa de pleurer et ouvrit ses yeux sombres qui ressemblaient exactement à ceux de sa mère. « Bonjour, petit bonhomme, » murmura Jeremiah. « Je suis ton papa. » Emma se pressa pour voir son nouveau frère, ses craintes antérieures oubliées dans l'émerveillement de rencontrer le bébé qu'elle attendait depuis des mois. « Il est si petit. Je peux le prendre dans mes bras? »« Dans 1 minute, ma chérie. Allons d'abord le donner à ta maman. » Rose était pâle et épuisée, mais rayonnante lorsqu'elle prit le bébé dans ses bras. « Il est magnifique, » murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Oh, Jeremiah, il est si beau. »« Il te ressemble, » dit Jeremiah en s'installant sur le lit à côté de sa femme et de son fils. « Il ressemble à l'espoir, » répondit Rose doucement. Les mois qui suivirent furent un mélange de nuits blanches et d'émerveillements sans fin. James s'avéra être un bébé adorable, en bonne santé et éveillé, et Emma se lança dans son rôle de grande sœur avec le même enthousiasme qu'elle mettait dans tout ce qu'elle faisait.
Sarah aidait à s'occuper de lui lorsque Rose avait besoin de se reposer, et Jeremiah découvrit qu'il se souvenait mieux qu'il ne le pensait de la façon de s'occuper des nourrissons. Lorsque James eut 3 mois, par une chaude journée de printemps où les fleurs sauvages étaient en pleine floraison et où les ruisseaux de montagne coulaient clairs et froids grâce à la fonte des neiges, la famille se rendit ensemble dans un petit bosquet de trembles où Jeremiah avait enterré sa première femme et sa fille, il y a de cela bien des années. Sarah, dit-il doucement, s'agenouillant près des simples croix de bois qu'il avait sculptées. Lily, je veux te présenter ma nouvelle famille. Rose se tenait à ses côtés, James dans les bras, tandis qu'Emma déposait un bouquet de fleurs des montagnes sur chaque tombe. Sarah resta respectueusement en retrait, comprenant que ce moment appartenait à la famille. Je n'aurais jamais pensé retrouver l'amour, poursuivit Jeremiah, la voix chargée d'émotion. Je pensais que le meilleur de ma vie était derrière moi lorsque je vous ai perdus toutes les deux. Mais parfois, la vie vous réserve des surprises. Parfois, elle vous offre une seconde chance quand vous vous y attendez le moins. Il se leva et enlaça Rose, la serrant contre lui avec le bébé. Je vous aimerai toujours toutes les deux, et vous me manquerez toujours. Mais je ne suis plus triste quand je pense à vous. Je suis reconnaissant. Reconnaissant pour le temps que nous avons passé ensemble, et reconnaissant que vous m'ayez appris à aimer afin que je puisse reconnaître l'amour quand il se présenterait à nouveau. Emma tira sur sa chemise. Papa, tu crois que Lily et Sarah nous auraient aimés? Jeremiah regarda le visage sérieux de sa fille, puis sa femme et son petit garçon, puis Sarah qui faisait semblant de ne pas pleurer en les observant de loin. Je pense qu'elles vous auraient tous beaucoup aimés, et je pense qu'elles seraient heureuses que nous nous soyons trouvés. Sur le chemin du retour vers la cabane, Rose lui prit la main. Est-ce que tu le regrettes parfois, d'avoir abandonné ta solitude pour tout ce chaos? Jeremiah regarda sa famille. Emma qui parlait avec enthousiasme d'apprendre à James à monter à cheval quand il serait plus grand, Sarah qui planifiait des améliorations pour le jardin, le petit James qui dormait paisiblement dans les bras de sa mère. La vallée montagneuse s'étendait autour d'eux, belle, sauvage et sûre. La seule chose que je regrette, dit-il, c'est toutes ces années où j'ai pensé que je ne méritais pas d'être heureux. Lorsqu'ils arrivèrent à leur cabane, leur maison, Emma courut devant pour nourrir les poules, Sarah alla vérifier le ragoût du soir, et Rose porta le bébé à l'intérieur pour lui donner son biberon de l'après-midi. Jeremiah resta un moment sur le porche, contemplant les montagnes qu'il avait abritées pendant ses années de deuil, et lui avait offert un lieu où se reconstruire. Il était venu dans cette vallée en homme brisé, fuyant des souvenirs trop douloureux à supporter. Mais il laissait son passé derrière lui sans l'abandonner, transformant l'amour qu'il avait appris de la perte en l'amour qu'il avait trouvé dans le présent. L'homme des montagnes était devenu père, mari et protecteur d'une famille qu'il n'aurait jamais pensé avoir. Et chaque jour, en regardant ses enfants grandir et en serrant sa femme dans ses bras, il se rappelait que parfois, les plus grandes aventures ne commencent pas en quittant son foyer, mais en trouvant enfin l'endroit où l'on a sa place. Au final, l'amour avait accompli ce que 15 ans de solitude n'avaient pas réussi à faire. Il l'avait rendu entier. Si vous avez apprécié ce voyage à travers les montagnes du Montana et le cœur de personnes qui réapprennent à aimer, je serais très honoré que vous vous abonniez à ma chaîne et que vous partagiez cette histoire avec quelqu'un qui croit aux secondes chances. Laissez un commentaire ci-dessous pour me raconter un moment où la vie vous a surpris avec une joie inattendue. J'adore écouter vos histoires. Jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas que votre foyer n'est pas un lieu, mais les personnes qui choisissent de rester à vos côtés à travers toutes les tempêtes.